Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Nicolas Beuglet. Bonsoir. On est ravi de vous avoir. Je vais essayer de ne pas avoir peur cette fois-ci parce que chaque fois que je vous invite, je frissonne en fait parce que ce que vous nous proposez, quand même, ça nous fait frissonner, mais on aime bien aussi. En fait, on aime bien avoir peur. Hein. Ouais. 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 Je vais commencer à avoir 3 petites questions avant de parler de Transylvania. Ok. Vous répondez un peu du tac au tac. Si vous étiez, Nicolas, une peur d'enfance, vous seriez quoi? Un souvenir de peur d'enfance. Ou alors vous n'avez jamais peur? Non, aucunement. Je pense celle d'être enfermé quelque part. Ouais. Ah ouais? Ouais. Dans une cave ou Non, mais ça m'est arrivé. Non, pas qu'on m'enferme, mais de me retrouver enfermé par hasard et qu'on sache pas où je suis. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Si vous étiez un roman, une référence de roman ou de thriller, hein. Je prendrais le roman qui m'a donné franchement envie d'écrire, c'est l'Histoire sans fin. Ah ouais. Ouais. Chef-d'œuvre, évidemment. Ouais. Bien sûr, on comprend. Et si vous étiez un film ou une série, au choix? Ah, définitivement Le Nom de la Rose. Ah ouais? Le film Umberto de Eco. Jean-Jacques Hano, adapté Ouais. du livre d'Umberto Eco. Pourquoi, en Effectivement. 2 mots? En 2 mots, parce que c'est la réconciliation parfaite de l'atmosphère, de l'enquête et de la connaissance, puisqu'il y a une explication au mystère via la C'est vrai. philosophie, etc. Ouais. C'est marrant parce que l'atmosphère, l'enquête et la connaissance, ça se retrouve aussi dans Transylvania. C'est QFD. Et vous êtes l'invité Nicolas de LCR ce soir. Le nouveau thriller de Nicolas Beuglet. Dans un château cerné par la neige, le cadavre de l'unique client. À ses côtés, un mystérieux coffre verrouillé. Pour Mina, le jeu de piste démarre. Terrifiant. Et si tout ramenait au conte de notre enfance? Il était une fois Transylvania. Le nouveau thriller. Voilà, et le Il était une fois est très important. Alors moi je rigole toujours de la voix des comédiens qui font les bandes annonces. Non, mais ils se font des piqûres avant de parler, je pense, pour avoir une voix si grave. Enfin, je sais pas On comment a ils ça dans font. les bandes annonces de films aussi. Ça fait peur rien qu'à l'entendre. Ah ouais, déjà. c'est fait pour. Bah évidemment, c'est le but. Votre bouquin aussi. Hein. Alors l'endroit, on a vu un peu la couverture, on va regarder une photo de ce fameux château de Bran ou Bran. Bran, ouais. C'est Bran, on est en Transylvanie. C'est la propriété du comte Dracula, ça c'est la vérité ou Non, c'est ce que le folklore dit, Ouais. pour notamment, je pense, encourager le tourisme. Après, c'est vrai qu'il a une apparence qui est Bah ouais. assez propre à l'imaginaire. Non, on ne sait pas exactement si le comte Dragoul avait un château qui est encore érigé aujourd'hui. Donc voilà, mais le folklore dit ça. Vous avez été dedans peut-être, vous l'avez visité ou... Alors je ne vais jamais sur les lieux de mes livres avant de les avoir écrits. Ah ouais, c'est ouais. étonnant. Ouais. Pas souvent, c'est le contraire. Ah non, jamais, parce qu'en fait, je pense que si moi, je veux restituer quelque chose qui fait que vous, en lisant, vous ayez l'impression d'y être, il faut que moi, j'ai trouvé les mots en m'imaginant y être. Et c'est comme ça que je pense que je serai plus efficace qu'en décrivant exactement ce que j'ai vu. D'accord. Est-ce qu'il y a une esthétique gothique, Oui. Si je puis dire? Ah Ouais. oui, ah oui, Et vous l'avez complètement. utilisé? Ouais. Oh oui, elle est complètement là dans le livre. Moi, Ouais. j'ai voulu que une bonne moitié du livre soit dans l'univers un peu gothique, parce que c'est une atmosphère que j'avais jamais vraiment travaillée Non, et c'est vrai. et qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais plus jeune, quand j'avais vu le Bal des vampires de Roman Polanski, qui mettait dans une ambiance qui se voulait burlesque, et en réalité qui était vraiment terrifiante, notamment parce que les personnages se retrouvaient dans ce village en Transylvanie, complètement hors du temps, presque médiéval, alors que c'était une époque moderne, qui traversait ces étendues enneigées sous la lune avec les loups et le château en fond, et ça m'avait beaucoup Ouais. marqué. Ça. Mais c'est ça en fait, hein, parce que c'est aussi l'époque moderne. On est avec Mina, cette inspectrice. Alors dès qu'on se trouve dans ce commissariat paumé en Roumanie, on est déjà inquiet en fait. Ah, le but, c'est que dès les premières lignes, ouais. vous sortiez de votre quotidien et que vous entriez dans une histoire, une intrigue, une urgence, une atmosphère qui n'est pas la vôtre et qui vous donne envie de partir. Comment on crée l'inquiétude quand on est un auteur? Est-ce qu'il y a une recette? Non, je pense qu'il n'y a jamais vraiment de recette. Ce qu'il faut arriver à faire, selon moi, mais c'est toujours un nouvel essai, hein, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette, c'est que il faut donner au lecteur suffisamment de raisons pour se poser des questions qui le dérangent,
qui puisse commencer lui-même à imaginer des réponses encore plus dérangeantes, et que nous, derrière, on apporte sans cesse de nouveaux éléments qui font que l'entonnoir s'agrandit, quoi. Ouais, et puis créer des petits indices, vous mettez un peu comme le petit poussé, hein, vous mettez des cailloux qui inquiètent. Par exemple, il y a ce tatouage, donc la victime, enfin on a entendu le pitch, hein, mais en gros la victime, qui était un peu c'est le seul client de l'hôtel, hein, a un tatouage sur la main fait par le criminel. Et puis il y a cette fameuse vieille malle. Ouais, il y a derrière en fait. C'est un fantasme ça, la vieille malle. Hein, il y a une énorme malle qui est cadenassée, effectivement, qui a été apportée par la victime, mais sauf que la tenancière de l'hôtel, qui est la seule dans ce grand hôtel paumé, puisqu'il est coupé par la neige, qui dit oui, il est venu avec cette malle, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mina la Dragan, qui est l'inspectrice, donc voit en fait ces lettres tatouées sur la main. Pourquoi l'assassin lui aurait tatoué des lettres? Est-ce qu'il veut se faire reconnaître? Est-ce qu'il donne une piste? Et puis, est-ce que c'est lié à ce qu'il y a dans la malle? Bon, c'est comme ça que commence l'enquête. Ouais, d'ailleurs, vous dites le mot piste, mais c'est ça, c'est un jeu de piste, en fait, votre roman, non? Ouais, parce que derrière, il y a une grande question, c'est que Mina Dragan va comprendre petit à petit que, effectivement, il y a des éléments comme ça qui tombent un peu au cours de son enquête. La question, c'est est-ce que l'assassin les a laissés sans faire exprès, ou est-ce qu'il les a laissés exprès? Et si c'est le cas, pourquoi? Est-ce qu'on est dans le cas classique de l'assassin qui veut être absolument retrouvé parce que non, ça va pas être ça, ça va être autre chose. Mais ça, je vous laisse découvrir. Non, c'est ça qui est toujours difficile dans les interviews avec des auteurs de polar. On peut pas trop dire. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que ça va nous mener, ce jeu de piste, vers les contes de notre enfance. On connaît tous, c'est universel. Et principalement ceux des frères Grimm. On peut peut-être voir une photo des frères Grimm là, pour l'instant. Pourquoi les frères Grimm? Pourquoi faire appel à ces contes-là? Parce que Jacob et Willem, là, qu'on va voir, donc, qui sont les fameux frères Grimm, on en a tous entendu parler pendant notre enfance, et on a tous imaginé qu'ils racontaient des belles histoires de contes de fées. Mais je ne savais pas qu'ils s'appelaient Jacob et Willem. Déjà. Voilà. Et qui, en fait, lorsqu'on regarde de plus près, adulte, la réalité de ces contes, et non pas l'interprétation qui en a été faite, notamment par Disney, on se dit c'était beaucoup plus brutal, c'était beaucoup plus violent, c'était beaucoup plus justicier que ce qu'on croit. Et moi, ça m'a intéressé parce que ces contes-là, on les a tous dans notre inconscient collectif, parce qu'ils sont en réalité à la fois terrifiants, ils font appel aux pires frayeurs, c'est-à-dire perdu dans les bois, mourir de faim, être dévoré par d'autres humains, être attaqué par des brigands. Donc je pense qu'ils ont été écrits à des époques où en réalité il y avait toutes ces frayeurs, sauf que à la fin des contes, il y a une justice. Ça se termine bien, le méchant est puni. Et je pense que les gens qui vivaient à cette époque-là, ils n'avaient pas vraiment la chance d'avoir cette justice dans leur vie quotidienne. Et donc raconter ces histoires, c'était une manière de dire, oui, c'est la vraie vie, mais ça peut aller aussi, il y a du sens, tout se termine bien. Voilà. Et raconter ces histoires, c'est les lire aussi. C'est donc de la lecture. Vous abordez la question de la lecture qui est un peu mal en point. En France, en Belgique, partout, je crois que c'est dans tout l'Occident, en fait. C'est mondial, Pourtant, vous dites à un moment donné, la lecture apaise l'esprit et réduit le stress. En lisant, notre esprit se concentre sur ce qui est écrit et peut ainsi s'évader. Donc, on se dit, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Tant de bien. Parce qu'en fait, la lecture, il y a une différence par rapport à un écran et à des réels ou des réseaux sociaux, c'est que les réels et les écrans, qui sont les principaux concurrents de la lecture aujourd'hui, apportent une satisfaction quasi immédiate en créant ce qu'on appelle la dopamine dans le cerveau, qui est l'hormone de la récompense. Surtout quand on scrolle. Oui, et ça a été pensé comme ça par des gens qui ont suivi des études de neuroscientifiques qui expliquent le piège du cerveau humain qui ne peut pas s'empêcher de continuer à avancer et à essayer de chercher une certitude quand il est confronté au hasard, d'où les machines à sous qui fonctionnent très bien. Et le scrolling, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va vous récompenser, on va vous donner ce que vous voulez de façon aléatoire, de temps en temps. Donc le cerveau, il est en panique, il veut toujours aller voir plus loin pour voir si ça marche. Donc ça, c'est le premier point. La lecture, elle se mérite un peu, c'est-à-dire que les 3, 4, 5, 6, 7 premières minutes, on ne ressent pas tout de suite le bienfait. Mais on sait que c'est à peu près au bout de 7 minutes que le cœur va commencer à battre un petit peu moins rapidement et que le cerveau va commencer à fabriquer quelque chose de génial qu'on appelle la sérotonine, qui est l'hormone qui, on va dire, qui est la récompense de quelque chose qui est accompli, mais de façon
apaisé. Donc c'est pas la dopamine, ça. La dopamine, Ouais. c'est l'excitation Ouais. de la récompense immédiate qui donne envie d'aller vers autre chose. La sérotonine, c'est ce qui s'est sécrété quand on a accompli quelque chose de satisfaisant. Et notre cerveau, il enregistre ça. Il sait que la lecture, c'est une vraie histoire avec des vrais personnages et ça lui donne un sentiment d'accomplissement. Mais là-dessus, on est d'accord. Mais les écrans, ils sont partout quand même. Donc comment on peut rivaliser avec Et les je écrans? pense que moi, il ne faut pas les opposer. C'est bizarre. Je pense qu'à terme, et c'est mon point de vue, hein, interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Ça paraît tellement logique. Et y compris l'IA. C'est-à-dire que moi, j'utilise ChatGPT pour plein de choses, mais je vois la dérive évidente sur l'externalisation de l'intelligence. Ça fait que évident. commencer. Hein, ouais. Donc voilà, c'est sûr que les parents ne peuvent pas régler ça. C'est pas possible. Tout seul. Donc moi, je l'interdirais. Et après, en attendant, moi, je dis, puisqu'ils sont sur leurs écrans, c'est là qu'il faut aller les choper, les enfants. Les enfants, les plus jeunes, etc. Et donc, moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont faites hyper bien sur TikTok. Il y a des gens qui adorent lire sur TikTok et qui sont des super prescripteurs de bouquins et tout. Sauf qu'ils ont des codes qui ne sont pas les nôtres, nous deux, qui sommes maintenant un peu vieux et qui parlons, essayons d'expliquer, de démontrer. Là, sur TikTok, ça va juste... C'est très émotionnel, la manière de Il y a plus ce prescrire la côté lecture. Élitiste Non, la lecture, les bibliothèques. Hein. Plus la personne va être naturelle, Ouais. voir faire des fautes, voir bredouiller, voir tomber en larmes au milieu de sa séquence, plus il va y avoir une prescription forte et qui fait que les jeunes vont vouloir y aller. Donc en fait, c'est pas fini du tout, la lecture. C'est juste que il faut peut-être réussir à la conseiller, à la prescrire autrement. Ouais. Bon, il y a quand même des bouquins qui marchent. Les vôtres marchent très bien. Oui, heureusement. Heureusement pour vous aussi. Il y a La femme de ménage, qui c'était le livre mais le plus vendu en 2024. Oui, mais La femme de ménage, pourquoi ça a commencé? C'est parce que Nabila a fait un jour un petit post en disant il faut lire ce bouquin, c'est génial. Donc c'est parti des écrans. Et alors, so what? Pas un problème. Ouais. Il faudra rappeler des stars ou des stars du football, tout ça. Moi, je pense que j'ai ce que j'ai dit. Moi, j'aimerais rencontrer Jul et lui dire, écoute, voilà, t'es un mec, vous êtes un mec qui écrivait tous les jours, vous adorez les mots, je vous mets au défi d'écrire une chanson sur un livre que vous avez adoré. Ouais. Juste pour voir. Nous, on est un peu plus en difficulté dans la lecture que la musique. Peut-être le grand frère peut tendre la main au petit frère pour une fois et voir ce que ça donne. C'est une bonne idée. Allez, peut-être que Jules va lire d'abord votre livre pour se faire une raison et qu'il va apprécier. C'est chez XO, ça s'appelle Transylvania. On tremble évidemment, on a froid, il y a beaucoup de neige. Hein. Oui. C'est froid là-bas. Hein. C'est le dernier, Nicolas Beuglet. Merci beaucoup, Nicolas, d'être passé chez nous. On se retrouve demain, nous, avec d'autres invités. Bonsoir.